Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, très bonne nouvelle pour votre TVC, visite de 2 chefs de parti dans la région et on démystifie la hausse des frais pour les CPE. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition du mardi 25 février de votre magazine InfoMag. Débutons tout d'abord par une très bonne nouvelle pour votre TVC. Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Stéphane Bergeron, a annoncé vendredi dernier une aide financière d'un montant de plus de 126 000 $, le tout afin de moderniser l'équipement pour prendre le virage haute définition. Cette annonce, effectuée au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Makakoto, permettra d'améliorer la qualité des émissions produites dans nos studios. Cet octroi couvre environ 80 % du montant total requis pour une transition complète vers la haute définition. L'équipe de la TVC accueille cette annonce avec un grand enthousiasme. M. Sylvain Pilon, président du conseil d'administration de la TVC, a tenu à remercier le gouvernement du Québec et son ministère de la Culture et des Communications pour cette importante contribution. On peut écouter le ministre Bergeron nous expliquer l'importance, selon lui, de cette contribution financière à la TVC. Bien, comme je l'évoquais dans mon intervention, je pense que les médias locaux et régionaux sont en mesure d'offrir une information, d'offrir une programmation qui colle à la réalité des gens. Peut-être un peu plus que les grands réseaux ou les télévisions spécialisées, parce qu'effectivement, la spécialisation des médias locaux et régionaux, c'est justement la région et les localités qu'elle desservent. Alors, je pense que c'est important. Il faut avoir des médias dans lesquels les gens vont être en mesure de se reconnaître et c'est clair que les télécommunautaires jouent ce rôle. Présent lors de l'annonce officielle vendredi dernier, le député libéral du comté de Papineau s'est dit réjoui de cette annonce. Alexandre Iraca a fait cheminer la demande de financement à Québec, le tout accompagné d'une lettre d'appui de sa part. Il faut rappeler que la TVC Basse-Lièvre est la télévision communautaire autonome la plus ancienne du Québec, célébrant cette année ses 42 ans d'existence. On peut écouter M. Alexandre Iraca à la suite de l'annonce confirmant l'octroi financier. Très content. Écoutez, peu importe le gouvernement qui est en place, c'est une excellente nouvelle. On m'avait envoyé la demande initialement que j'ai transférée au ministre Makakoto avec une lettre d'appui. C'est très important pour des télévisions communautaires comme celle-ci, qui est la plus vieille au Québec, qui a une histoire importante et les gens l'écoutent, la télévision communautaire ici. C'est important que l'équipement soit à la fine pointe pour pouvoir être sur les canaux spécialisés. Alors, vous n'aurez pas le choix d'être en HD, donc éventuellement, il faut avoir de l'équipement à la fine pointe de la technologie et cette subvention-là tombe à point. Passons maintenant au dossier du petit train de Hull, Chelsea-Wakefield, qui fait couler beaucoup d'encre depuis des mois. Un projet du projet A est sur la table du gouvernement provincial. Les députés de la région déplorent que ce projet de remise en marche stagne en attendant une réponse de la part du gouvernement. Un second projet a été mis sur la table avec une relance du train de Masson-Angers vers Montebello. Les deux projets n'ont rien en commun, exception au fait qu'ils visent la relance du train, afin de conserver cet attrait touristique dans la région. Un plan d'affaires pour la viabilité du projet Masson-Angers-Montebello sera divulgué sous peu. Entre-temps, les nombreux efforts sont déployés vers le projet Hull, Chelsea-Wakefield. On peut écouter un extrait de l'émission Parole à l'élu avec le conseiller municipal de Masson-Angers, Marc Carrière. Ce dernier nous explique l'endroit qu'il choisirait pour installer le départ du train, advenant que le projet voit le jour. Puis même pour le vieux maçon, même pour le petit train, là, je vais vous le dire aujourd'hui, je verrais très bien, moi, la gare actuelle refaite. Mais le départ du petit train, pour moi, ne devrait pas se faire où est-ce que la gare est située actuellement. Moi, je pense que le départ devrait se faire à l'ouest de la rivière du Lièvre, près de la rue Georges. La ville appartient à des terrains là. Puis il y a plein de raisons pour ça. Si on connaît le petit train actuel, c'est dans le fond partager l'histoire avec les gens qui embarquent à bord du train. Mais juste, si on partait de l'endroit où je vous parle, à l'ouest de la rivière du Lièvre, on pourrait passer 2 aires très, très, très importantes qui ont contribué, dans le fond, au développement économique de notre région. Bien sûr,
On peut voir tout de suite en partant là, sur le pont de la rivière du Lièvre, l'usine de pâte et papier. Bien sûr, on peut parler du barrage, de la centrale hydroélectrique, donc l'aire industrielle très importante, très présent pour le développement de la région. Puis un peu plus loin, on tombe dans les terres, donc l'aire agricole. Donc on a beaucoup d'histoires là, en peu de temps, là, en peu de distance, qu'on est capable d'expliquer aux gens qui viendraient prendre le temps. Un important incendie a complètement détruit la résidence du 317B, chemin Pierre-Laporte, à l'Ange-Gardien, en fin de soirée le 23 février dernier. Les résidents de l'endroit, un père et son fils de 14 ans, peuvent remercier un de leurs voisins qui a composé le 911 vers les 23h30. Une détonation a réveillé le dit voisin qui a aperçu un début d'incendie dans le garage adjacent à la maison. Selon le rôle d'évaluation de la municipalité, le bâtiment est évalué à 170 000 pardon. On ignore pour l'instant la cause d'incendie, mais elle serait d'origine accidentelle. Revenons en politique provinciale maintenant. On vous en parle depuis quelques temps déjà. Les rumeurs d'élection sont de plus en plus persistantes. La première ministre, Mme Pauline Marois, sera en Outaouais le 27 février prochain afin de faire une annonce importante concernant le sport. Selon les bruits de couloir, tous s'entendent pour dire qu'il s'agirait enfin du centre multifonctionnel. Le chef du Parti libéral du Québec, M. Philippe Couillard, sera également dans la région le 27 février prochain afin de rencontrer les organismes et les citoyens. J'aurai d'ailleurs la chance d'avoir M. Couillard en entrevue pour une durée de 30 minutes dans le cadre d'une émission spéciale de Parole à l'élu qui vous sera diffusée le 4 mars prochain. Pour Alexandre Riraca, avec le dépôt du budget du 20 février dernier et les nombreuses visites de la part du ministre, il ne fait aucun doute que des élections sont à nos portes. On peut écouter le député. Là, pour l'instant, les informations qu'on a, c'est que la première ministre aurait décidé de déclencher des élections dans les prochains jours. Elle a annoncé 85 tournées historiques. Ça ne s'est jamais fait en aussi peu de temps. Alors, c'est pour ça qu'on voit le ministre responsable de la région aussi souvent dans la région que ça dans les derniers jours. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse débattre du budget qui a été déposé et qu'on puisse savoir quelle est la colonne des dépenses. Pour l'Outaouais, malheureusement, je n'ai rien vu. Lorsqu'on aborde la question de ses nombreuses visites avec Stéphane Bergeron, ce dernier affirme qu'il n'y a aucun lien entre les visites et la tenue prochaine d'élections. Le ministre soutient qu'il en est à sa 30e visite en Outaouais depuis 2012 et qu'en divisant les visites par le nombre de mois, le nombre d'annonces n'est pas si élevé que ça. Le ministre a également défendu son parti en affirmant ne pas être en mode préélectoral. Concernant la visite de Mme Marois le 27 février prochain, alors que la première dame du Québec n'est pas venue en Outaouais depuis près de 18 mois, le ministre y est allé d'un proverbe connu, « Les derniers seront les premiers ». On peut écouter le ministre Bergeron. D'abord, je me permets de faire une petite correction. J'en suis aujourd'hui, je pense, à ma 30e visite depuis ma nomination comme ministre responsable de la région de l'Outaouais. Calculer le nombre de mois, ça vous dit que je suis venu assez fréquemment. Alors, on a peut-être l'impression que je suis venu plus fréquemment ces dernières semaines, mais moi, je vous assure que non. Et chaque fois que je suis venu, il y a toujours eu quelques annonces gouvernementales par rapport à des projets, des dossiers qui étaient en cheminement dans les officines gouvernementales et qui ont donné lieu à des annonces qui étaient, elles, budgétisées comparativement à ce qu'on a pu voir il y a de cela quelques années où on faisait des annonces qui n'étaient pas nécessairement budgétisées. Dans le cas présent, chacune des annonces est budgétisée. Ce seront donc des réalisations concrètes pour les gens de la région de l'Outaouais. Et il n'y a pas de visites plus fréquentes ces moments-ci, à moins que j'ai fait ces 30 dernières visites dans les quelques dernières semaines, ce qui n'est pas le cas, et vous le savez. Je dois dire que c'est plus une impression qu'autre chose, qu'il y a eu une accélération ou une augmentation du nombre de mes visites dans la région. Je pense que j'ai été relativement constant depuis le début. Quant à la présence de Mme Marois, mais je vous dirais simplement que Mme Marois s'était engagée à faire le tour de l'ensemble des régions du Québec. Dans certains cas, elle n'y sera allée qu'une fois, dans d'autres peut-être un peu plus, mais elle viendra. Et il y a un homme célèbre dans l'histoire qui a déjà dit « Les derniers seront les premiers », alors qui sait? Le ministre des Finances, M. Nicolas Marceau, a déposé son budget le 20 février dernier. Alexandre Riraca avait mentionné sur nos ondes, il y a quelque temps, qu'avec les informations qu'il possédait, il allait voter contre le budget. Après le dépôt, l'idée du député n'a pas changé. Ce dernier déplore l'augmentation des frais de garderie pour les familles, qui sont nombreuses dans sa circonscription. J'aurai d'ailleurs plus tard en entrevue Mme Sylvie Grenier du Centre Zamazou. Mais on peut d'abord écouter Alexandre Riraca nous donner ses impressions sur ce qu'il qualifie d'être tout sauf un budget. La première ministre avait dit qu'elle abolirait la taxe santé pour la classe moyenne de 200 $ par année. Elle ne l'a pas abolie. La première ministre avait dit qu'elle n'augmenterait pas les frais de garderie et les frais ont augmenté.
Nous, ce qu'on dit, là, c'est que les frais d'augmentation qui sont de 28 pour les familles. Une famille qui a 2 enfants, ça va lui coûter plus de 1 000 de plus net par année. C'est énorme. 1 000 il y a du chemin qu'on peut faire avec 1 000 Nous, ce qu'on dit, les frais de garderie, c'était la même ligne. Il faut suivre le coût de la vie par indexation, pas 28 dans la même année. Ça n'a pas de bon sens. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut la classe moyenne est déjà étouffée, paye beaucoup d'impôts, paye des taxes. Alors, ce qu'on a vu dans le budget, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'augmenter de 28 les frais de garderie d'un coup et d'augmenter les frais d'Hydro-Québec également d'un pourcentage qui va affecter la classe moyenne. Il faut éviter d'étouffer la classe moyenne. Je pense qu'il y a du ménage qui aurait pu être fait dans Hydro-Québec avant de dire on ouvre la valve pour l'augmentation. Et pour les garderies, on aurait pu dire, bon, comme on a fait avec les étudiants, puis c'est notre position suite à notre conseil qu'on a eu à l'automne, indexons-le au coût de la vie. Alors, ce qui n'a pas été fait. Comme mentionné récemment dans le bulletin, le gouvernement provincial a annoncé une hausse des tarifs pour les garderies subventionnées, les centres de la petite enfance. Les coûts passeront de 7 à 8 l'an prochain pour atteindre le 9 pour par la suite être indexés au coût de la vie. Je me suis entretenue avec Mme Sylvie Grenier, membre du conseil d'administration de l'Association des centres de la petite enfance de l'Outaouais, sur les impacts réels que cette hausse peut avoir. On peut écouter l'entrevue. Avec Mme Sylvie Grenier, qui est du Centre de la petite enfance Zamizou et membre du conseil d'administration de la CPEO. Bonsoir. Bonsoir. Et là, d'entrée de jeu, là, on a une grosse différence à faire entre les CPE, les milieux de garde subventionnés, les milieux de garde non subventionnés. Les remboursements anticipés, c'est un capharnaüm dans ma tête et je suis certaine dans la tête de plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez décortiquer le tout? Bien, tout d'abord, les CPE et les services de garde subventionnés, c'est ceux qui ont accès aux 7 par jour aux places à contribution réduite. Vous pouvez avoir des garderies privées qui ont des places subventionnées, mais ils peuvent aussi avoir des places non subventionnées. Alors, les milieux familiaux, les services de garde en milieu familial, ça, c'est les responsables de services de garde qui œuvrent un service de garde dans leur maison. Eux autres sont jumelés avec un bureau coordonnateur et ils ont accès aux places à contribution réduite. Les autres services de garde qui ne sont pas subventionnés et qui n'ont pas accès aux places à contribution réduite, eux peuvent fournir des reçus d'impôts et les parents ont droit à recevoir une subvention, un remboursement anticipé, comme vous avez mentionné. Ça peut être fait aux 3 mois, au mois maintenant, je crois. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent débourser la place complète, le montant que le service de garde lui charge, et recevoir du gouvernement un remboursement anticipé pour à peu près l'équivalent de la place à contribution réduite. Je reviens sur les CPE, pardon. Le gouvernement Marois a annoncé dans son budget la hausse. Les places sont maintenant à 7 l'an prochain, ça tombe à 8 dans 18 mois, une seconde augmentation à 9 Concrètement parlant, cette hausse-là, plusieurs personnes crient au scandale pour cette hausse de 1-2 Concrètement parlant, pour les CPE, cette hausse signifie quoi? Bien, pour les CPE, nous, on savait depuis un petit bout de temps, parce que le gouvernement avait mis sur pied un chantier en septembre dernier, et on savait qu'il y avait des augmentations de frais de garde qui s'en venaient. C'est sûr qu'on est surpris de voir qu'il y a 2 augmentations coup sur coup qui vont se faire, donc la première en septembre à 8 et en 2015, un autre qui va être 9 Ensuite, ça va être indexé au coût de la vie. Alors, concrètement, là, on savait que ça s'en venait. Vous savez, il fallait s'en y attendre. Ça fait 16 ans que les places à contribution réduite existent. Et il y a eu 2 augmentations là, en 16 ans, dont la dernière qui a monté de 5 à 7 il y a déjà 10 ans de ça. Alors, tout augmente. Vous savez, l'alimentation, les salaires. Puis, le gouvernement a continué à nous subventionner, nous, en ayant accès seulement aux 7 du parent. Alors, je crois que c'est très justifiable que le gouvernement doit augmenter les frais de garde pour pouvoir continuer à préserver la même qualité de service dans les services de garde.
Par conséquent, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas de quelle façon l'augmentation des frais de garde va être répartie. Le ministre a dit qu'il allait prendre une partie de ces sommes-là pour la construction des nouvelles infrastructures, des derniers projets là, qui ont été annoncés depuis 1 an et demi, pour augmenter les places à contribution réduite et augmenter l'accessibilité des places en service de garde. Par contre, on sait que cet argent-là va aller pour ça. Maintenant, est-ce que les autres montants des frais de garde vont être directement imputés au service de garde? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas ce que le gouvernement va faire exactement avec l'augmentation des frais de garde. Lorsqu'on parle vous parlez d'imputation justement au service de garde, on ne parle pas du service aux enfants, là. On ne sera pas coupé, exemple, pour les repas, les collations, les éducatrices. On ne touche pas à ça. Sauf que, est-ce que l'augmentation des frais de garde vont nous être, vont être dirigés directement au CPE, au service de garde, pour justement pouvoir payer les augmentations qui ont eu lieu dans les dernières années. Vous savez que nos infrastructures vieillissent aussi. Tout est en constance évolution. Donc, est-ce que les subventions vont être ajustées en conséquence de ces augmentations-là? Ça va être à voir. C'est à voir. Je vous amène sur un autre point que le gouvernement a annoncé tout récemment, avant le temps des fêtes. Il y a eu beaucoup d'annonces pour les CPE. Il y a beaucoup de changements. Souvent, les gens, quand ils cherchent une place en garderie, vont voir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une garderie. Hey, est-ce que tu as de la place pour moi dans tant de mois? Ça ne sera plus possible avec la liste d'attente unique, le guichet unique. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le guichet unique, ce n'est pas nouveau. Ça a déjà été implanté il y a déjà quelques années. Ça s'appelle Berceau. Et ça a été dirigé ou supervisé par l'Association des centres de la petite enfance de l'Outaouais, ici dans la région, l'ACPO. Sauf que les services de garde n'étaient pas obligés d'adhérer au service. Alors, les gens pouvaient continuer, avec certains services de garde, à aller s'inscrire sur la liste d'attente de la garderie ou du CPE en particulier. Avec le nouvel guichet unique qui va être implanté d'ici, je vous dirais, peut-être 9 mois, ça va être un guichet unique, mais au niveau provincial. Alors, à ce moment-là, le gouvernement va obliger tous les services de garde à adhérer à ce service-là. Ce n'est pas fait encore, mais on sait que ça va se faire éventuellement. Alors, les parents, la fratrie va continuer d'exister. Un parent qui va déjà fréquenter un service de garde et qui va avoir un 2e enfant ou un 3e enfant va avoir sa place garantie. Mais ça va éviter que certains services de garde puissent faire entrer quelqu'un avant un autre qui s'est inscrit sur la liste d'attente sous prétexte qu'il connaît un ami de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc ça va éviter ça. Donc l'accessibilité aux services de garde va se faire plus concrètement et de façon plus équitable. Parfait. Madame Grenier, merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais vous avez été capable de décortiquer, de démêler un peu, si je peux dire, toutes ces avenues dans les garderies, dans les CPE. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Alors, bonjour à la chronique communautaire. Aujourd'hui, on s'en va rencontrer le directeur général du Boulevard. On est installé, en fait, dans la boutique cadeau. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, directeur du Boulevard. Oui. C'est quoi exactement le Boulevard? Bien, en fait, notre mission, c'est d'offrir des services de réadaptation et d'intégration sociale à ceux qui vivent avec un problème de santé mentale. On couvre la vallée de la Lièvre, mais depuis maintenant 1 an et demi, on couvre tout le territoire du C3S Papineau parce qu'on a ouvert un centre aussi à Saint-André-Avelin depuis en novembre 2012. Et maintenant, ici, là, on est entouré de plein de beaux objets. C'est la boutique cadeau dans la vallée de la Lièvre. C'est quoi exactement cette boutique-là? Bien, en fait, nous, on croit beaucoup à l'expression des talents au cœur du rétablissement. Le rétablissement, en fait, c'est le jour où un individu décide que la maladie ne prend pas toute la place dans sa vie, et donc qui décide de se réapproprier ses talents, ses pouvoirs, ses aspirations,
Et nous, l'action, c'est un moyen qu'on a pour les ramener à reprendre pied et à cheminer malgré la maladie. Donc, à travers le boulevard, il y a différents ateliers. On a des ateliers photo, on a un atelier de menuiserie, des ateliers d'art, des ateliers de couture. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est un peu tout ce qui se fait dans les ateliers. En fait, les gens, quand ils sont initiés à un médium, que ce soit couture, aux arts, tout ça, ils créent pour eux, ils partent avec, et en retour, souvent, ils en font un pour le boulevard qui s'en vient à la boutique. En fait, il y a différents objectifs poursuivis par la boutique. Évidemment, il y a mettre en valeur le talent créatif ils sont très, très bons, de notre clientèle. Il y a aussi démystifier la santé mentale. On sait qu'une personne sur 4 va vivre un trouble de santé mentale dans sa vie. Et on se plaît aussi à dire que, c'est pas plaisant, mais la dépression menace 10 personnes sur 10. En fait, personne n'est à l'abri de la dépression. Alors, c'est un peu ça le but de la boutique aussi, de démystifier auprès de la communauté c'est quoi la santé mentale. Et évidemment, il y a un côté d'autofinancement à ça qui permet de réinjecter les argents dans tout ce qui est le matériel parce que c'est pas donné. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, ça vient prendre une forme d'entreprise d'économie sociale qui va permettre de autofinancer l'organisme. Oui, exactement. C'est une mini-entreprise d'économie sociale. On sait qu'à travers l'économie sociale, il y a différents objectifs poursuivis. Faire travailler nos gens. On a des gens qui travaillent à temps partiel parmi notre clientèle, qui ont été formés par le Carrefour Jeunesse Emploi. Et évidemment, l'argent, contrairement à un privé, nous, cet argent-là, le bénéfice qu'on va tirer des activités de la boutique sont réinjectés dans la mission qui est venir en aide à cette clientèle-là. Et donc, la boutique, là, il y a différents prix et c'est ouvert. C'est quoi les heures d'ouverture exactement? Où on peut venir acheter, là? Tout à fait, c'est ouvert à la communauté et il y a vraiment des petits trésors, là, je vous le dis, c'est sûr que j'ai un parti pris. Mais non, les gens de l'extérieur qui viennent sont toujours un peu épatés par la qualité des produits et même par les prix. C'est pas aussi cher qu'on pourrait le penser. Alors, c'est ouvert du mercredi de 11h à 3h. Le jeudi de 11h à 7h le soir, vendredi 11h à 7h et le samedi de 10h à 16h. Sur la rue? McLaren Est, on est au 226, juste en biais avec l'ancien hôtel de ville de Buckingham. Parfait. Merci beaucoup, Pierre Leclerc. Ça me fait plaisir. Alors, c'était Pierre Leclerc, le directeur général du Boulevard, et on est dans la belle boutique cadeau. Alors, à la prochaine. Merci. Maintenant, l'heure du culturel avec Andréane Cossette. Andréane, bonsoir. Salut. On commence tout de suite avec Wilson Delcourt au Café des artistes de la Lièvre. Oui, Wilson Delcourt, c'est un duo qui a été formé au début des années 90. En fait, c'est vraiment deux passionnés de musique. Pour eux, tout est à propos des chansons. Puis, ils sont tous inspirés de plusieurs styles de musique, là, du country jusqu'au rock and roll. Donc, ils seront au Café des artistes le 28 février prochain à compter de 20h30. C'est sur entrée libre. Donc, en fait, j'invite les gens vraiment à aller les découvrir. Selon ce qu'on dit d'eux, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup d'énergie, comme au premier jour. Donc, la passion continue, la passion y va. Donc, en plus, c'est du rock. Tous les styles de musique sont découverts. Oui, tout à fait. Ils couvrent vraiment toutes les plateformes. Donc, ils vont faire le lancement de leur premier CD, Long Time Coming, qui ont sorti en 2012. Ils l'ont pas mal popularisé en Ontario, mais là, ils font pas mal la tournée côté québécois. Donc, c'est un rendez-vous. À découvrir en plus une entrée libre. Donc, quoi de mieux pour découvrir de nouveaux artistes? Oui. On reste au Café des artistes, exposition de Sheridan. Oui, Sheridan, c'est une artiste qui s'inspire de ses nombreux voyages autour du globe. Sa ligne artistique, c'est vraiment de jouer avec les principes et les outils de l'abstraction. Donc, c'est un petit peu mystérieux, là. Je trouve que c'est vraiment une exposition à ne pas manquer. Donc, encore une fois, profitez d'aller voir Wilson Delcourt pour découvrir Sheridan en même temps. On fait un 2 dans 1. C'est tout à fait ça. Et là, le Salon du livre de l'Outaouais, ma bébite, je le dis officiellement, je ne peux pas aller au Salon du livre sans acheter un livre. Tu mets un enfant dans une sucrerie sans lui dire « touche pas aux bonbons », c'est impossible, c'est en fin de semaine. Ah, tout à fait. Je suis vraiment dans le même style que toi. J'adore le Salon du livre, découvrir les artistes. Donc, cette année, le thème, c'est « Viens voir le monde ». Donc, pour officialiser ce thème-là, ils ont mis vraiment une belle brochette d'auteurs ensemble. Premièrement, la présidence, c'est l'auteur Kim Thuy.
Donc, elle sera présente pendant les 4 jours. Donc, les gens vont pouvoir aller la rencontrer. Aussi, les invités d'honneur, on commence avec Carl Leblanc, qui est plus reconnu pour ses documentaires, dont L'otage et le cœur d'Auschwitz. Excusez, j'ai vraiment de la misère avec cette prononciation-là. Et puis, plus récemment, il a aussi écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Fruits, tout simplement. C'est un recueil qui traite des coïncidences dans la vie. Donc, allez voir. À découvrir. Oui. D'autres invités d'honneur? Oui, tout à fait. Il y a Micheline Lachance qui, elle, est une historienne, journaliste et romancière. C'est d'ailleurs à elle qu'on doit le roman de Julie Papineau et la saga des Papineau. Donc, allez la découvrir aussi. Il y a Alain Deneau et Daniel Vallée qui représentent respectivement l'Outaouais et l'Ontario, qui seront là également. Puis finalement, pour les plus jeunes, Marie-Louise Gay, qui est l'invitée d'honneur jeunesse. Donc, elle sera là vraiment pour allumer vos tout-petits à l'aide de ses illustrations puis de ses mots. Donc, c'est une belle découverte, une belle activité à faire avec les enfants aussi. C'est pas juste pour les grands, salon du livre, Josiane. Non, mais les grands-enfants également, avec Caillou et de nombreuses mascottes qui sont présentes aussi pour les petits tout à fait. Le Salon du livre, qu'est-ce que je trouve bien également, c'est que ça permet aux auteurs émergents de se faire découvrir. J'ai une de mes amies qui a sorti son roman de chick lit, si vous me permettez l'expression anglophone, et le Salon du livre de l'Outaouais a été son premier salon. Wow. Donc, premier salon en étant à la maison, quoi de mieux? Puis je trouve ça bien parce que c'est vraiment une ouverture d'esprit. On n'a pas juste des Patrick Sénécal, on n'a pas seulement que des artistes bien établis, si je peux dire, et également de l'Outaouais, de l'Ontario. On a une ouverture d'esprit dont le thème qui vient voir le monde, ça le couvre quand même assez bien. Ton choix de lecture serait lequel pour le Salon du livre? Dernièrement, je suis très attirée vers les polars et tout ce qui est enquête criminelle. Donc, probablement que aussi peut-être l'histoire. Donc, j'irai peut-être voir Micheline Lachance. Parfait, c'est à noter. Tu vas pouvoir nous en reparler. Et là, en 45 secondes, Virée Blues Boréal. Oui, les Virée Blues Boréal, ça se passe maintenant au Bistrot Gainsbourg. Avant, c'était au Petit Chicago. Donc, maintenant, c'est au Bistrot Gainsbourg. Ça va être Mike Goudreau qui nous présente son album. Excellent. Merci, c'est tout le temps qu'on a. Et je vous rappelle que ce soir, les Mustangs ont fait un petit peu de sport. Les Mustangs jouent ce soir la demi-finale contre Ottawa. Ils tirent de l'arrière 3-2 dans la série. Donc, c'est un 4-7. Si ce soir, ils perdent le match, malheureusement, c'est fini. Le désavantage des séries des 4-7. Ce soir, à 20h, vos Mustangs jouent la demi-finale. Donc, je vous invite à les encourager. Peut-être, on ne souhaite pas, mais peut-être le dernier match de cette saison. Encore une fois, ce soir, à 20h. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, des commentaires, des choix de chroniques, des choix de reportages, et vous diffusez le jeudi, juste à m'écrire à nouvelles au pluriel @tvc.qc.ca. Ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous jaser ça. Donc, surtout, n'ayez pas peur, ne vous gênez surtout pas et passez une très bonne soirée.